La ventilation naturelle. Dans la ventilation naturelle, aucun ventilateur n'intervient. On a l'air qui se déplace grâce aux différences de pression qui existent entre les façades du bâtiment et grâce à la différence de masse volumique en fonction de sa température. L'air peut pénétrer dans un bâtiment à travers des inétanchéités. Excusez-moi ce petit bafouillis. On ne peut considérer donc à proprement parler ce phénomène comme de la ventilation. En effet, les débits d'air résultants sont tout à fait incontrôlables en fonction du vent, des ouvertures parasites. On parle dans ce cas d'infiltration. Les principes. Alors on a des amenées d'air comme les grilles réglables, les vasistas, etc. qui doivent être disposées en façade pour les locaux dits propres. Bureaux, séjours et compagnie. Des ouvertures de transfert, donc le détalonnage des portes ou des grilles qui permettent le passage de l'air vers les locaux dits humides ou viciés. Les sanitaires, la cuisine, tous ces endroits dont l'air est un petit peu envahi de bactéries. Dans ces derniers, l'air est évacué grâce à des conduits verticaux débouchant en toiture. Alors la ventilation entièrement naturelle ne demande aucune consommation électrique. Le moteur du déplacement d'air, c'est la pression du vent et les différences de température. Donc en ce sens, elle est économique et réduit l'impact du bâtiment sur l'environnement. En outre, les éléments de ventilation naturelle demandent généralement très peu d'entretien et ne comprennent pas de ventilateur bruyant. Cependant, cette apparente économie d'énergie doit être mise en balance avec la garantie de performance que l'on peut obtenir avec un tel mode de ventilation. En effet, la ventilation naturelle étant liée au phénomène naturel de mouvement de l'air, la qualité de l'air risque de ne pas être garantie dans tous les locaux. Le renouvellement d'air peut être fortement perturbé par le vent, par l'ouverture des fenêtres et plein d'autres choses. Pour garantir un bon fonctionnement d'une évacuation naturelle, celle-ci doit consister en un conduit vertical débouchant correctement en toiture. Si cette condition, parfois difficile à mettre en œuvre, ne peut être remplie, l'évacuation naturelle doit être abandonnée. Adieu. Comme pour la ventilation simple, flux, comme pour la ventilation simple flux, quand l'air neuf n'est pas filtré et les grilles d'amenée d'air peuvent laisser filtrer les bruits extérieurs, ce qui peut être délicat en site urbain ou fortement pollué. Les grilles d'ouverture également peuvent engendrer un inconfort, comme par exemple en plein hiver, sauf si la grille d'ouverture est placée à une hauteur supérieure d'1,80 m, à peu près ici, je suis très grande, par rapport au sol ou derrière un corps de chauffe. Pour les ouvertures entre locaux, elles favorisent le passage de bruits pouvant être très gênants. Un traitement acoustique des grilles doit alors être prévu. Mais en pratique, la présence d'absorbeurs acoustiques dans une ouverture augmente son épaisseur et sous-entend généralement que la grille doit être placée dans l'épaisseur du mur. Enfin, les ouvertures dans les façades ne sont pas toujours du goût des architectes. Alors, on continue. Donc, il est intéressant d'adapter le fonctionnement de la ventilation en fonction des besoins. Donc, ça dépendra si on est en période d'occupation, la nuit ou bien le week-end, si on n'est pas là, etc. Alors, il existe plusieurs possibilités afin de réguler la ventilation naturelle. On a les bouches réglables, les grilles hygro-réglables, les grilles commandées électriquement, par exemple, en fonction d'un horaire. Quant au chauffage, la solution la plus simple consiste à placer des corps de chauffe alimentés en eau chaude. La ventilation et le chauffage sont alors régulés tout à fait distinctement. Alors, si pour des raisons de confort, la ventilation est intégrée dans le corps de chauffe, par exemple dans la grille, dans le mur en façade au dos du convecteur, une précaution anti-gel devra être trouvée. Donc cette solution anti-gel, ça peut être une fermeture automatique de la grille, mais c'est très cher à l'investissement. Elle peut être aussi trouvée si on maintient une température d'eau minimale en période de gel extérieur. Ça, c'est cher à l'exploitation, sauf si ça participe au maintien hors gel des locaux. Et enfin, on peut aussi choisir un corps de chauffe électrique, mais ça, c'est aussi cher à l'exploitation suite au prix du kilowattheure électrique. Donc là, vous avez un petit modèle de la grille intégrée entre le vitrage et la menuiserie. Et à côté, la grille verticale intégrée dans la menuiserie. Ici, on peut voir des grilles réglables à insérer dans la maçonnerie, avec un joli rouge.
et à côté, une grille intégrée au-dessus du châssis, contre la battée. La battée. Alors les grilles de ventilation peuvent en pratique faire l'objet de nombreuses applications. On peut notamment les distinguer selon leur emplacement dans les façades extérieures. Donc leur emplacement, ça peut être dans la menuiserie même, entre le vitrage et le profilé de menuiserie, entre les profilés de menuiserie, entre la menuiserie et la maçonnerie, et enfin, carrément dans la maçonnerie. Carrément. Alors leur débit nominal varie entre 30 et 180 mètres cubes par heure par mètre courant, sous 2 pascal. Les dimensions, principalement en épaisseur, étant d'autant plus importantes que le débit est grand. Alors le réglage manuel du débit d'air se fait soit par une glissière, un cylindre rotatif, ou encore un clapet. La manipulation de la grille est possible grâce à une manette, une cordelette, une tringle ou encore une glissière pour les grilles disposées à des hauteurs difficilement accessibles. Je fais du mime aussi. Le tableau ci-contre vous indique les débits minimums par pièce. Alors vous remarquerez, les débits sont en fonction de la surface des logements, bien sûr. Alors sur le marché, il existe également des grilles à coulisses. Celles-ci ne présentent pas de chicane sur le trajet de l'air et elles sont de moins en moins utilisées car elles ne freinent pas le flux d'air, ce qui peut provoquer un léger courant d'air à proximité de la grille. On a des grilles qui peuvent s'adapter à toutes les épaisseurs usuelles de vitrage, des grilles avec profilés plus minces qui s'adaptent également aux fenêtres coulissantes. On a aussi des grilles dites autoréglables, qui ont pour but de maintenir un débit constant, quelle que soit la pression du vent. Ces grilles, elles comprennent une bavette souple réduisant automatiquement la section d'ouverture quand la pression augmente. Alors elles permettent ainsi d'obtenir un débit d'air relativement constant dans une plage de pression différentielle de 10 à 200 pascal. Non seulement elles assurent une alimentation en air plus ou moins constante, malgré tout nettement supérieure au débit de dimensionnement, puisqu'elles ne réagissent qu'à partir de 10 pascal alors que la pression de dimensionnement est de 2 pascal. Mais elles évitent également que les utilisateurs ne bougent complètement les grilles pour éviter les courants d'air inévitables par vent fort. Alors on a aussi des grilles dites hygroréglables, qui adaptent leur ouverture en fonction du degré d'humidité ambiante du local. Elles sont constituées, ces grilles, d'un élément sensible à l'humidité relative, qu'on appelle tresse de nylon, qui commande l'ouverture par sa dilatation. Donc leur bon fonctionnement est conditionné par l'absence d'influence de l'ambiance extérieure sur l'élément hygrosensible. Et celui-ci doit être parcouru par de l'air intérieur et sa température doit être la plus proche possible de cet air. Des grilles à coupure thermique également. Donc ça veut dire grille à coupure thermique égale absence de contact ou de matériaux isolants. Alors, grilles à coupure thermique, elles sont entre les matériaux en contact avec l'extérieur et les matériaux en contact avec l'intérieur. Ces grilles évitent qu'une position fermée des condensations n'apparaisse sur la face intérieure. Alors, parmi les grilles de ventilation, on a aussi des grilles possédant des systèmes d'insonorisation qui évitent la transmission trop importante des bruits extérieurs. Ces grilles possèdent des chicanes qui obligent l'air à passer entre des surfaces garnies de matériaux absorbants. Alors, avec ouverture motorisée ou des grilles assistées par un ventilateur interne et pouvant être raccordées à un régulateur, tel que les thermostats, hygrostats et compagnie, qui commandent la mise en route en fonction des besoins en ventilation intensive. Les grilles pour ventilation intensive, les grilles d'aération traditionnelles qui suffisent pour assurer la ventilation hygiénique. Pour augmenter les débits d'air et pratiquer une ventilation intensive, rafraîchissement nocturne, évacuation d'un polluant occasionnel, il existe des grilles nettement plus grandes qui, placées devant un ouvrant de fenêtre, permettent des débits d'air importants tout en protégeant le bâtiment contre l'intrusion, le passage des insectes ou la pluie. Ces grilles se placent facilement de l'intérieur dans les ouvrants existants. Elles peuvent par exemple être installées en été et retirées en hiver. Une fois en place, la grille ne perturbe nullement l'ouverture de la fenêtre. Ça, c'est un bon point. Alors maintenant, on va parler des vasistas. Ces petites fenêtres, les bébés fenêtres ouvrantes qui s'ouvrent généralement vers l'intérieur et s'articulent par le bas. Ah oui, on a tous eu un peu de mal une fois avec le gros bâton à ouvrir le vasistas, en appelant quelqu'un. Alors ce type de fenêtre se rencontre fréquemment dans les toilettes, mais peut également être utilisé dans d'autres pièces, comme dans les combles par exemple ou les greniers. Aux Pays-Bas, les vasistas s'articulent par le haut et s'ouvrent vers l'extérieur.
Ils servent souvent d'amener d'air pour la ventilation de base. Notons que se développent actuellement des systèmes plus sophistiqués permettant de régler assez précisément la position d'ouverture de ces fenêtres, soit manuellement, soit automatiquement. Alors la gestion de la ventilation. Eh bien avant tout, le système de ventilation mécanique dessert soit un seul local, comme une salle de conférence ou une salle de sport, soit une série de locaux de mode d'occupation tout à fait homogènes, comme une école dont toutes les classes sont occupées simultanément, la ventilation simple flux avec extraction sanitaire commune à plusieurs locaux. Alors dans ce cas, un détecteur de présence, une horloge, une sonde de qualité d'air commande directement le simple flux ou les doubles flux ventilateurs. Alors l'élément capteur, qui peut être une sonde CO2, une sonde COV, un détecteur de présence et moult autres petits objets, dispose d'un signal binaire on-off ou d'un signal de sortie analogique 0,10 volts ou 4 à 20 mA et il attaque le moteur du ventilateur, soit par un communicateur à étage, donc à petite ou grande vitesse, soit par un réglage analogique de la vitesse, comme une variation de fréquence, variation de tension, pales réglables, des aubes directrices réglables ou une variation de glissement. Alors, le système de ventilation mécanique dessert plusieurs locaux, tels que des bureaux, classes, chambres d'hôpital et tutti quanti, dont le mode d'occupation n'est pas homogène, soit par un système simple flux, comme une extraction dans chaque local, soit par un système double flux, une pulsion dans chaque local. Pulsion. Alors dans ce cas, la gestion individuelle des locaux en fonction d'une grandeur représentative doit se faire au niveau soit des bouches d'extraction, en simple flux, soit des bouches de pulsion, en double flux. Les bouches peuvent intégrer directement l'élément capteur, comme la détection de présence, le comptage, etc. Ou un capteur séparé peut agir sur un volet motorisé. Alors prenons l'exemple d'une pulsion mécanique dans chaque local, dont le principe est semblable dans le cas d'une extraction dans chaque local. Un détecteur de présence, une horloge, une sonde de qualité d'air gère l'ouverture de chaque bouche via des registres motorisés séparés ou intégrés. L'objectif semble atteint. Le débit d'air est modulé en fonction de l'occupation. Malheureusement, une bouche qui se ferme influence toujours le débit de sa voisine. Lorsqu'une bouche se ferme, la pression va augmenter au niveau des bouches encore ouvertes, augmentant leur débit et la production du bruit. Alors, les circuits simples avec locaux alimentés en série. Donc là, vous pouvez apercevoir une répartition des débits lorsqu'une des bouches se ferme sous l'influence d'un détecteur de présence. Il faut donc s'arranger pour réguler la pression dans le circuit de distribution en fonction de la fermeture des différentes bouches. Circuit simple avec locaux alimentés en série. Par exemple, un ventilateur alimente 4 bureaux en série sur le même réseau de distribution. Il pulse 60 m3 par heure d'air neuf dans chaque bureau. Une pression de 50 pascal est nécessaire pour garantir ce débit au niveau de la dernière bouche. Pour cela, étant donné les pertes de charge du réseau, une pression de 150 pascal est nécessaire à la sortie du ventilateur. La première solution, elle consiste à maintenir une pression constante à la sortie du ventilateur, de 150 pascal. Donc soit avec un ventilateur centrifuge avec aube à réaction en faisant varier la vitesse du ventilateur en fonction d'une prise de pression, soit en utilisant un ventilateur à courbe caractéristique plate, c'est-à-dire un ventilateur centrifuge avec aube à action. Donc voici qualitativement comment va évoluer la pression au niveau des différentes bouches lorsqu'une des bouches se ferme. Par exemple, le numéro 2 ou le numéro 4 que vous voyez apparaître. On constate donc que malgré la régulation de pression, la pression, donc le débit, va augmenter au niveau de chaque bouche ouverte. Et quelle que soit la méthode de maintien de la pression à la sortie du ventilateur, l'économie réalisée sur la consommation du ventilateur est proportionnelle à la diminution du débit au niveau du ventilateur. Alors la deuxième solution consiste à maintenir une pression constante à la fin du circuit de distribution de 50 pascal en faisant varier la vitesse du ventilateur, aube à action et à réaction. Donc voici qualitativement comment va évoluer la pression au niveau des différentes bouches lorsqu'une des bouches, par exemple la numéro 2 ou la numéro 4, se ferme. On constate que malgré la régulation de pression, la pression, donc le débit, va la plupart du temps diminuer au niveau de chaque bouche ouverte. La pression à fournir par le ventilateur va également diminuer. Il en résulte une économie électrique plus importante que dans la première solution, puisque la consommation du ventilateur est proportionnelle au produit. C'est la pression à la sortie du ventilateur fois le débit. La pression reste en fixe dans le schéma suivant.
Alors, en conclusion, on peut dire que dans les deux solutions, les pressions au droit des bouches restées ouvertes sont modifiées, donc leur débit aussi. Il y a une augmentation dans le cas du maintien de pression en début de circuit, donc surventilation, et diminution dans le cas du maintien de pression en fin de circuit, donc sous-ventilation. Ce dernier cas est d'ailleurs le plus favorable au niveau de la consommation électrique du ventilateur, puisque le terme, qui est pression fois débit, est minimum au niveau de ce dernier. Alors, quelle est la bonne solution? Eh bien, tout d'abord, on prend une proposition 1, que l'on place à pression constante en début de circuit par un ventilateur à caractéristiques horizontales ou par variation de vitesse, ou en fin de circuit par variation de vitesse, on doit équiper toutes les bouches d'un système avec débit autoréglable. Ces éléments maintiennent un débit constant malgré la variation de pression dans le circuit. Ceci est valable pour peu que le circuit de distribution ne soit pas trop long et que les bouches soient commandées en tout ou rien, uniquement en ventilation hygiénique. En effet, dans le cas de trop grands circuits, les variations de pression au niveau des bouches risquent d'être telles que l'on sorte de la plage de débit constant de la bouche, et dans le cas de bouches modulantes, tel que système de climatisation VAV, l'élément autorégulant essaiera de compenser la modification d'ouverture des bouches. Pour les circuits ramifiés, les conclusions précédentes sont valables pour les circuits alimentant en série les bouches de distribution. Donc si le ventilateur alimente un circuit avec plusieurs branches en parallèle, il n'est plus possible de commander sa vitesse en fonction de la pression en bout de circuit, puisqu'il est impossible de choisir la branche sur laquelle on peut se placer. Dans ce cas, la seule solution est de maintenir une pression constante à la sortie du ventilateur. Alors soit en faisant varier la vitesse du ventilateur, avec les aubéréactions, en fonction d'une prise de pression, soit en utilisant un ventilateur à courbe caractéristique plate, avec les aubéréactions. Donc, comme dans le cas de bouches en série, toutes les bouches doivent être équipées d'un élément autoréglable, bien sûr. Et pour les réseaux importants, des éléments autoréglables sont également placés au début de chaque branche de circuit. Pour la modulation des débits, lorsque les débits des différents locaux sont régulés, non plus en tout ou rien, mais en modulation, barrière de comptage, sonde, CO2, etc., il n'est plus possible d'utiliser les éléments autoréglables. Alors en effet, si une bouche se ferme partiellement, l'élément autoréglable va modifier automatiquement son ouverture pour rétablir le débit d'origine. Pardon, je vais trop vite. Il faut dès lors équiper soit toutes les bouches, soit au minimum les différentes branches des régulateurs de pression motorisés, clapés avec prise de pression, ce qui est une solution coûteuse. Alors la combinaison pulsion-extraction, pour pouvoir gérer individuellement la ventilation de chaque local, il faut pouvoir stabiliser la pression dans la gaine de pulsion, quel que soit le degré d'ouverture des bouches, dans la gaine de pulsion comme dans la gaine de reprise, car le débit d'extraction doit suivre le débit de pulsion. Par exemple, le ventilateur de soufflage est commandé par la pression résultante dans la gaine de soufflage. Le ventilateur d'extraction est régulé, lui, selon le débit total introduit dans les locaux. Sa consigne est donnée par le débit soufflé moins une constante, ainsi les locaux sont toujours en légère suppression. La technologie utilisée est similaire à celle des systèmes de climatisation à débit variable.